Le digital, ça suppose de renverser le paradigme du management, c'est-à-dire passer d'un management de contrôle à un management de confiance. La façon de faire pour échouer, en fait, c'est simple, c'est de regarder uniquement la problématique technique. La transformation digitale, c'est pas un problème technique. C'est ça le problème pour les DSI, en fait. C'est que c'est un problème managérial et un problème culturel. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Pour ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir M. Herring, qui a été le DSI du groupe Total. C'est pour moi une occasion unique d'échanger avec un DSI qui a été aux commandes pendant plus de 10 ans et qui a le recul nécessaire pour nous faire part de sa vision et de son expérience. Bonjour Monsieur Herring. Bonjour. Donc pour ma première question, j'ai décidé de faire simple. Tous les grands groupes du CAC 40 ont mis en place une organisation avec un CDO. Du coup pour moi, ça pose la question du DSI et de son rôle dans la transformation digitale. Quel est votre avis Monsieur Herring ? J'ai une position assez claire, c'est qu'en fait, un DSI demain, il faut qu'il s'occupe de la transformation digitale. Il peut pas. Oui, le CDO est un poste transitoire, qui peut être utile d'ailleurs pour les DSI quand il y a des résistances côté métier. Mais un DSI qui se contente de faire évoluer le legacy sans se poser des questions sur l'évolution digitale de l'entreprise a peu de chances d'être présent demain, quoi. Donc, Clairement, pourtant, moi aujourd'hui, quand vraiment je parle avec une grande, j'essaie d'avoir des contacts. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, mais moi je vais être moteur, je m'organise là-dessus. C'est pas encore la majorité. c'est pas encore la majorité en France, c'est vrai. Ça dépend aussi en fait du domaine de l'entreprise, mais c'est une vision un petit peu, on va dire, étriquée du rôle de DSI en fait, parce que je pense que aujourd'hui, il faut vraiment que le DSI prenne en charge le domaine de la transformation digitale. À la limite, avec ou sans CDO, c'est pas vraiment la question. Mais le problème n'est pas de faire tourner le legacy, c'est de transformer l'entreprise. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en dehors du fait que je suis parti parce qu'il y avait aussi un changement de gouvernance, etc., j'ai constaté qu'effectivement, il n'y avait pas assez de changements en France dans les DSI, une prise en compte de la problématique digitale. Et donc, mon idée au départ, en créant une société, c'était d'aider les DSI des grandes entreprises à aller un peu plus vers la transformation. Parce que la transformation digitale, ce n'est pas un problème technique. C'est ça le problème pour les DSI, en fait. C'est que c'est un problème managérial et un problème culturel. En fait. Donc, il faut changer la façon d'aborder les sujets. Basculer sur l'agile, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Beaucoup disent on en fait, mais en fait, ils n'en font pas beaucoup. Après, il y en a qui le font. Mais si vous regardez les entreprises qui ont basculé dans le digital ou qui sont plutôt bien avancées dans le digital ou qui sont en transformation digitale, elles ont des DSI qui prennent en compte ces problématiques. Hein. Donc, il n'y a pas longtemps, là, j'ai échangé avec un DSI, un ancien DSI de Sodexo qui me disait ils ont voulu faire la transformation digitale, mais sans que l'entreprise se transforme de manière agile, où les projets devaient se créer là comme ça. Et ça n'avait pas été compris, on ne l'avait pas vu arriver. Et c'était le principal problème sur lequel il avait buté. Et du coup, vous, dans vos expériences, soit en termes de conseils, puisque vous avez pu apporter, du coup, j'imagine, votre expérience et aussi votre expertise, ou chez Total, est-ce qu'il y a des façons de faire qui ont fait que vous avez vu à chaque fois que ça a été fait, c'est un échec ou une réussite pour lancer cette dynamique-là ? Oui. Donc, la façon de faire pour échouer, en fait, c'est simple, c'est de regarder uniquement la problématique technique. Ok, donc ça, c'est la raison number one. Oui, on ne se préoccupe pas de changement de culture, on ne se préoccupe pas du changement managérial.
et on dit juste on va utiliser une nouvelle technique et on implémente des nouvelles techniques. Et ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que le digital, ça impose en grande partie le développement agile, en fait, la culture agile dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, c'est pas que dans les DSI. En fait, la plupart du temps, on commence par faire des projets agiles, mais on se rend compte que le projet agile ne marche bien que si toute l'entreprise se met à fonctionner de manière agile. Donc, il faut que le management soit agile, que les métiers soient capables d'intégrer. C'est beaucoup plus exigeant pour les métiers de faire des projets avec la méthode agile qu'avec la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, on exprime vaguement ce qu'on veut, et à la fin, on dit, bah, c'est pas ce que je voulais. Donc, c'est confortable. C'est pas satisfaisant, mais C'est confortable. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le nombre de projets qui aboutissaient à la satisfaction des utilisateurs dans le budget, dans les délais, etc., avec la méthode traditionnelle. Et en fait, le résultat, c'est qu'il y a 3% de ces projets qui aboutissent. Avec un degré de satisfaction interne suffisant. Oui, avec le budget atteint, les fonctionnalités, etc. 3%. 50%, c'est un échec. Et le reste, c'est entre les deux. Donc ça, c'est quand on fait la méthode traditionnelle en V avec spécification, etc. Et ça s'est dégradé de plus en plus avec l'accélération actuelle, avec le fait qu'il faille aller beaucoup plus vite. Et donc, l'agile, effectivement, pas la panacée, mais une nécessité pour pouvoir être plus réactif. Mais pour ça, il faut que les métiers soient réactifs aussi. Et donc, il faut qu'ils dédient des personnes au projet. Des chefs de projet métier qui clarifient leurs problématiques, qui sont en mode agile avec les chefs de projet informatique pour avoir cette itération entre le pain et la solution. Voilà, ça s'appelle les product owners, en fait, qui vont prendre en charge, mais qui ont aussi une liberté de prise de décision, en fait, parce que c'est là où c'est difficile, parce que souvent, surtout quand on fait des projets agiles, transverses, on se heurte à des problématiques de prise de décision rapide, parce qu'on met en œuvre des décisions qui touchent plusieurs entités, et obtenir une décision, c'est compliqué. Il faut être capable d'avoir quelqu'un qui soit capable de décider, de prendre une décision pour l'entreprise rapidement, est reconnu par tous les autres, en fait. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement différent. Il y a comme beaucoup d'entreprises qui ont commencé, les banques en particulier ont beaucoup travaillé sur le sujet, en fait. L'industrie a aussi beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, bon, il y a quand même beaucoup de transformations qui ont été faites et qui aboutissent d'ailleurs au fait que le DSI, il y a beaucoup d'entreprises où le DSI, c'est aussi le CDO, où il prend en compte la problématique digitale. Il y a des entreprises, je crois que c'est comme Schneider, où il n'y a jamais eu de CDO, en fait. Et vous ne pensez pas que le CDO, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le CDO, ça a créé une tension avec la DSI, où en fait, il y a plein de projets numériques qui ont été créés ou un peu décorrélés de la SI et qui, eux, avaient les mêmes problèmes d'adéquation avec les métiers, qui ne libéraient pas le temps qu'il fallait. Et ça a un peu coupé l'herbe sur le DSI. Et aujourd'hui, en fait, le DSI, il devrait avoir dans ses équipes un CDO en mode pour vraiment driver l'énergie en interne là-dessus, mais ça fait partie des équipes du DSI. C'est une question. Souvent, le CDO, il apparaît parce qu'effectivement, le DSI n'est pas assez réactif et ne bouge pas assez vite, en fait. Et donc, il y a un gap entre ce que voudrait faire le métier et ce qui est capable de fournir la DSI, en fait. Et donc, il y a une certaine méfiance ou une défiance qui est réelle et qui fait qu'on demande à quelqu'un de métier de s'occuper du digital. Le problème de mettre un CDO, c'est que derrière la mise en place du CDO, il va y avoir des choses qui vont se faire, mais que la difficulté majeure du digital, c'est l'intégration entre l'existant, en particulier les systèmes d'information existants et les nouvelles applications. Et ça, en fait, s'il n'y a pas une bonne relation entre les équipes digitales ou agiles et les équipes SI, ça ne marche pas, en fait. Donc, on n'arrive pas à intégrer facilement les nouvelles applications dans la durée. Donc, souvent, ça apparaît un CDO quand le DSI n'est pas assez ouvert vis-à-vis du digital ou pas assez reconnu comme capable de faire, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de méfiance vis-à-vis des DSI qui sont parfois exprimés par les métiers.
Et donc, on met un CDO. Alors après, ça peut être tout à fait un allié utile qui fait bouger les métiers, parce qu'il y a quand même énormément de résistance métier sur les transformations digitales dans les entreprises traditionnelles. Ouais, ça vous continuez, vous, à l'avoir vu, à le voir dans vos activités de conseil que vous avez pu effectuer des métiers qui ne veulent pas se digitaliser? Parce que nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi beaucoup de métiers qui font du shadow IT parce qu'ils veulent se digitaliser, mais le DSI ne suit pas. Il y a les deux, en fait. Il y a les OK. deux. Le shadow IT, c'est parce qu'en fait, les DSI ne suivent pas. Et ça, c'est vrai que ça arrive quand même, en tout cas pas assez vite, pas assez ouvert, etc. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entreprises ont créé des digital Ouais. factories, pour forcément les relier avec les DSI, ce qui est d'ailleurs le cas de Total aujourd'hui, hein. Et il y a la problématique des métiers qui sont assez dépourvus par rapport à l'évolution digitale et qui ne savent pas trop comment. Donc, en plus, il n'y a pas forcément beaucoup d'aide pour un métier, qu'ils ont quelqu'un qui est responsable de métier, qui veut faire un projet agile. Alors, il y a de plus en plus de formations pour que les métiers soient de plus en plus à même de gérer tous ces développements agiles. Mais mais c'est vrai que le plus souvent, ce qu'on trouve, c'est des métiers qui savent bouger, qui veulent bouger, et des DSI qui sont, je ne sais pas qu'il faut dire, terrorisés, bloqués, englués plutôt dans l'existant, et donc qui ont du mal à sortir qui n'ont pas la ressource non plus Bien sûr. pour pouvoir, quand je dis la ressource, c'est-à-dire le budget, les moyens pour plonger dans le digital. Alors, de manière assez étonnante, en fait, moi, je pensais travailler à 100% pour les DSI des grands groupes. Je dis, bon, le marché devrait être quand même assez tourné vers le digital, donc je vais les aider à transformer. La première chose à faire, c'est transformer la DSI, en fait. Bien sûr. Transformer les métiers, il faut que la DSI soit capable de fonctionner en agile, de C'est elle qui va insuffler le rythme et l'exemple pour que les métiers puissent s'avancer. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est compliqué. voilà, s'ils sont réticents par rapport à l'agile, ou s'ils ne sont pas adaptés, ou s'ils ne savent pas gérer, ça ne le fait pas. Et c'est quand même une transformation lourde, et en particulier sur les infrastructures. Les infrastructures, aller basculer dans le cloud, les infrastructures. Là où vous avez a priori 10 personnes dans les infrastructures internes, si vous avez basculé dans le cloud, vous allez en avoir une. Donc les gens savent quoi, ils se rendent compte assez vite que la bascule dans le cloud, c'est quand même une réduction ou une transformation d'ailleurs très forte des équipes d'infrastructures. Donc il y a beaucoup de résistance des infrastructures, mais pas uniquement d'ailleurs, hein. Et donc moi je me suis donné comme cible en fait la transformation des DSI. De manière assez étonnante, j'en ai fait, bien sûr, mais pas tant que ça en fait. J'ai à peu près 30% de mon activité qui s'est fait pour les DSI, Mhm. 30% pour les métiers qui n'étaient pas contents de leur DSI, pour les aider à transformer la DSI, et 30% pour les spécialistes. Aussi service? Ouais. D'accord. Ce qui m'a plutôt étonné, parce que je pensais qu'elles étaient tout à fait prêtes et à l'aise à aller dans le domaine du digital. Bah, c'était pas complètement vrai, en fait. Elles n'étaient pas complètement prêtes et avec une stratégie claire, quoi. Donc, voilà. Donc, et je continue d'ailleurs à travailler pour les state services aujourd'hui. Moins pour les DSI, puisqu'avec le Covid, un certain nombre de missions sont arrêtées. Mais voilà, donc, alors que je pensais majoritairement travailler pour les DSI, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Et ça, vous dites que vous avez dit au tout début de l'interview que c'était très français, ou dans tous les cas en France. Vous parliez aussi, donc vous avez une idée d'autres pays. Donc ça, c'est votre expérience internationale. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur quel pays, quoi les différences culturelles par rapport au DSI? Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup moins de problèmes avec le test and learn. Ok. Une des premières choses qu'il faut faire quand on veut faire du digital, c'est d'essayer et d'être capable d'arrêter tout de suite, en fait.
Le problème qu'on a en France, en particulier lié à l'éducation, on a plusieurs problèmes par rapport à ça. D'abord, on fait beaucoup d'études avant de faire quelque chose. Donc, on fait moi, j'ai toujours dit que les POC, les proof of concept, ça servait à rien. La seule chose, Ok. ça peut aboutir au fait que ça marche pas, mais ça ne pourra jamais aboutir au fait que ça marche, en fait. Donc, par contre, en France, on fait que des POC. Donc, alors qu'il ne faut pas faire des POC, il faut faire des tests, quoi. Il faut faire euh, Non, mais des- un test orienté métier, orienté valeur et pas juste voir pour voir si ça peut fonctionner, quoi. il faut faire des systèmes qui peuvent être mis en production, là, minimum viable system, Product, pour système. pour qu'on puisse les mettre en production si nécessaire. Ça ne sert à rien de faire un test pour voir si ça marche. Il faut essayer. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Donc, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas prendre la décision de faire un test de ce type. On sait faire des tests, mais qui ne prouvent rien. La deuxième chose, c'est que quand on a lancé quelque chose en France, on ne s'est pas arrêté, en fait. On a un droit à l'erreur qui est bon, c'est à l'école, quand on fait une erreur, on se fait taper sur les doigts, quoi. Je veux dire, donc, il y a d'autres pays où l'éducation n'est pas comme ça, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts sur le droit à l'erreur, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie du changement culturel, en fait. Dans le changement culturel du digital, sur lequel je travaille d'ailleurs, en fait, il faut permettre aux gens d'être plus à l'aise dans les certitudes, mais aussi d'accepter le droit à l'erreur, de savoir arrêter les choses qui ne marchent pas, et pas forcément les continuer. En fait, il y a tellement de projets en France qu'on a continué par peur de les arrêter parce que sinon c'était un échec qui fait que c'est devenu un échec encore plus grand, hein, donc qui coûtait encore plus cher. Bref, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on ne sait pas faire des test and learn, ou pas facilement. On ne sait pas accepter que ça ne marche pas, hein, donc c'est un peu lié. Et donc, tout ça, c'est des changements culturels assez forts. Et ce n'est pas des choses que vous trouvez, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, le test and learn, c'est naturel. On va dire, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Les anglo-saxons en général, d'ailleurs. Les Britanniques aussi. Les Allemands aussi sont assez pragmatiques. C'est quand même très franco-français, cette problématique de droit à l'erreur, de nécessaires études. En fait, digital, il faut faire vite. Si on commence par faire une étude et puis après un proof of concept. Mais ça, c'est ouf pardon, je vous coupe, mais qu'un ancien des sites Total dise ça parce que c'est complètement à l'opposé de l'image qu'on se fait de la DSI d'un des plus gros groupes français du CAC 40. Enfin, globalement, vous avez été DSI il y a quand même, ça fait quand même pas mal d'années. Vous avez cette vision-là. Donc, ça veut dire que c'est pas, on est d'accord, c'est pas une question d'âge ni Non. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez pris conscience alors que vous auriez pu très bien être un DSI legacy, un DSI périmètre très, 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 très fermé, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas passé du côté obscur de la force, si on peut se permettre? Oui, donc, d'abord, moi j'ai toujours été euh, très orienté vers l'innovation. Ensuite, un groupe comme Total est aussi, même si ça peut paraître paradoxal quand on regarde ça d'un peu loin, très orienté vers la prise de risque, l'innovation, etc. Donc, les métiers étaient plutôt demandeurs. En fait, moi, en 2010, en 2010, c'est-à-dire il y a 10 ans, hein, on me demandait déjà d'utiliser l'intelligence artificielle, dans les raffineries, d'avoir des systèmes de pilotage à distance, etc. Donc, dans le pétrole, en fait, le digital est présent depuis très très longtemps. En fait, la digitalisation des carottes de prélèvement, dans l'exploration, en fait, on utilise depuis très longtemps des modélisations et donc l'imagerie 3D. Donc, je dirais, si vous regardez dans l'énergie, en fait, c'est quand même assez fréquent. Si vous regardez Engie, par exemple, le DSI, il est aussi CDO, et donc avec des problématiques d'intégration du digital presque natif dans le rôle, quoi. Donc, je pense que c'est un peu lié aussi au domaine d'activité, en fait, hein. Après, ça ne veut pas dire que pour ça que c'est plus facile, hein. Il y a aussi des résistances au niveau
des DSI au niveau des infrastructures. Et je n'ai pas forcément réussi, lorsque j'étais DSI de Total, à faire toutes les transformations que je voulais faire. Hein. Donc, Non, mais réussir et avoir la volonté, des fois, voilà, il peut y avoir un gap. la transformation prend beaucoup de temps, en fait. Vous ne pouvez pas faire une transformation digitale sur une grande entreprise en 3 mois, c'est plutôt 3 ans ou 10 ans, en fait. Donc ça évolue, mais ça prend du temps. Il faut accepter de donner du temps au temps dans les grandes entreprises. Clairement, la difficulté aussi, c'est les signaux qui peuvent être envoyés et qui sont contre-productifs, du style le nombre de POC, le nombre de startups sourcées, des choses comme ça, qui montrent en fait un peu des vanity metrics sur une digitalisation dont personne ne croit réellement, alors qu'un discours des fois de vérité en disant ben voilà notre roadmap à 10 ans, voilà comment s'y prend à 1 an, voilà notre objectif en fait, et qui est des fois un peu moins bling-bling, mais qui est plus… La difficulté majeure du digital, c'est la généralisation. C'est pas faire un test avec une start-up, etc. Tout ça. En général, les start-up, d'ailleurs, elles s'épuisent avec les grands groupes, hein, parce que ça ne va pas assez vite. Mais le vrai problème, c'est la généralisation, la transformation complète. Quoi. C'est un groupe comme Total, en fait, ils sont présents dans 150 pays. Quoi. Donc, Non, ça prend du temps, c'est sûr. Ça prend du temps. C'est pas beaucoup plus facile de faire les transformations dans les startups. Quoi, hein. Et donc, du coup, si on reprend ce que vous nous avez dit au tout début, donc un product owner, c'est aussi, il faut qu'il ait la capacité de décider. Il faut que le test qu'on aille faire. Plus génériquement, il faut que l'entreprise se mette dans une capacité de prise de décision agile, c'est-à-dire qu'il soit capable de décider vite, et ce qui veut dire de déléguer des décisions à des gens qui vont être intégrés dans les projets. En fait. Ok. C'est plus globalement dans les process de décision, parce que les process de décision de tous ces grands groupes sont assez compliqués, prennent du temps, etc., etc. Il faut les simplifier pour que, effectivement, on puisse prendre des décisions rapides et réaliser les projets dans un délai court. Quoi. L'entreprise doit se mettre dans une organisation qui permette des décisions rapides. Ok. L'entreprise doit se mettre dans une organisation où les tests sont faits dans un cadre qui est toujours le même, qui est qu'est-ce qu'on veut gagner, comment on le mesure, parce qu'il y a aussi ce pattern-là de comment on lance un projet qui est des fois pas partagé et où du coup le ROI, on va dire, qui peut prendre plusieurs natures, n'est pas des fois juste communiqué ou étudié, et ça en période d'études, mais juste on fait ce projet-là parce qu'on veut tacler ce problème-là qui nous coûte tant ou qui nous prend tant de temps, et ça, c'est pas bien fait. On voit une opportunité de digital et on oublie un petit peu les bases d'un lancement de projet, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du digital pour faire du digital. Il faut faire du digital qui rapporte quelque chose à l'entreprise. Et pour ça, il faut effectivement avoir Il y a eu quand même des phases où les DSI, les métiers ont fait du digital pour dire je fais du digital, quoi, mais sans avoir un ROI associé, en fait. Hein. Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de technologies qui peuvent être utilisées. Je veux dire, quand on automatise les back-office, par exemple, que ce soit pour la banque, l'assurance, y compris d'ailleurs pour un certain nombre d'activités dans le domaine du pétrole, vous pouvez réduire de 80% les effectifs qui font les dossiers, etc. Et ne traiter que les choses compliquées par des êtres humains. Donc, in fine, il y a un gain de productivité important, une réduction de coûts. C'est vrai aussi pour l'exploration en fait, pétrolière, où en utilisant l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus vite et avoir besoin de beaucoup moins de géologues. Et donc, il y a effectivement besoin disons, le digital oilfield, de trouver en fait les ROI des projets. Hein. Le digital oilfield, en fait, ça doit augmenter la durée de vie la production de 10% et la durée de vie de 25%. Ça se traduit en milliards de dollars pour toutes les entreprises si ça marche. En fait. Après, il faut réussir à le prouver. C'est plus difficile. Pareil, la maintenance préventive permet de réduire de manière assez importante les coûts. Donc, et partager aussi avec les métiers, parce qu'il faut que les métiers soient d'accord. Souvent, ils sont d'accord pour faire du digital, mais pas forcément d'accord pour associer les gains du digital à l'activité ici. Hein. Donc, ils préfèrent le prendre à leur compte. À la limite, ce n'est pas très grave pour l'entreprise, mais c'est un peu Ça favorise les guerres internes.
Oui, puis c'est plus difficile de générer, en tout cas de montrer l'intérêt des projets ici, en fait, hein, des projets digitaux, en fait. Et est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, dans ce cadre-là, moi j'ai l'impression donc il y a les product owners qui sont là en mode vraiment gestion de projet et pour mettre du rythme et une rigueur, mais il y a vraiment aussi une espèce de product data owner dans le sens où on va lancer un projet, moi je vais faire l'étude, en allant parler avec le responsable financier, en allant chercher à l'audit de gestion, la donnée financière, corréler une donnée métier, ce genre de choses. Alors, ça, c'est une autre transformation importante apportée par le digital, en fait, là. Jusqu'à présent, les systèmes d'information étaient structurés sur on va dire, les grandes fonctions, les Ouais. grands processus, en fait, hein. Et on aboutissait après au data, ce qui fait qu'il y a beaucoup de processus qui, in fine, ne partageaient pas forcément les mêmes data, ce qui crée un problème dans le digital parce qu'on ne peut pas faire ça, en fait. Donc, le digital nécessite de structurer, en fait, les données de l'entreprise et de mieux les partager, en fait, hein. Et donc, il y a un gros travail qui est compliqué, je dirais presque impossible pour un certain nombre d'entreprises à expliquer aux dirigeants, en fait, hein, mais il y a un gros travail à faire sur les données pour les transversaliser, en fait. Il y a un besoin de travailler sur les données référentielles, de référence, en fait, de l'entreprise, du client, etc. Pour le pétrole, par exemple, toutes les données pétrolifères, toutes les données associées à un champ pétrolier qu'il faut partager de l'exploration jusqu'à la sortie, à l'exploitation du pétrole. Et donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que on a plutôt des silos, en fait, hein, c'est-à-dire par grands processus, par grands métiers, et qu'il faut transversaliser. Alors, les ERP ont déjà commencé à transversaliser les données dans les entreprises, en fait, hein. L'ERP met en lien les données entre la finance, le commercial, la logistique, etc., etc. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin avec le digital pour être capable d'intégrer des données extérieures, en fait. Donc il y a un gros travail à faire effectivement sur le data management, à la fois pour être capable d'exploiter les données, hein, qui est une des valeurs ajoutées qu'on peut tirer du digital, et, euh, et aussi pour que le digital puisse s'implanter, quoi. Donc, c'est effectivement une refonte. On inverse en fait quasiment la problématique de constitution du système d'information où, au lieu de commencer par les process, il faut commencer par les données. On commence par les données pour comprendre la valeur. La donnée, ça peut être du temps aussi, hein. Franchement, quand on voit les gens qui font de la saisie tout le temps, on se dit, bon, bah, OK, là, il y a un gain de temps qui est important. Mais c'est juste de toujours prendre le temps de le chiffrer sinon, le projet ne résistera pas aux aléas de la vie d'un projet dans une entreprise où tout le monde a aussi son mot à dire sur si oui ou non il est important et surtout sur la question de la priorisation. Parce que moi, je reviens sur ça aussi, c'est-à-dire les projets, des bons projets, il y en a beaucoup. À un moment donné, il faut les prioriser en termes de gestion de temps de charge de la DSI, gestion de temps de charge au niveau des métiers, forcément des budgets, et qu'on ne peut pas tout traiter. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir des données rationnelles pour cette priorisation-là. Et sinon, sans ces données-là et qu'on n'est pas d'accord que ce soit ces données-là qu'on va regarder, ça crée des tensions en interne. Et là, la gouvernance des projets devient indispensable. Ouais, la priorisation sur les projets ici, en tout cas sur les projets digitaux, c'est une problématique assez, on va dire, générique et générale. C'est assez difficile, en fait. C'est-à-dire que chacun a son intérêt à faire évoluer les choses. Et donc, disons, souvent, on aboutit à pas de priorisation ou pas suffisamment de priorisation. On essaie de tout faire, en fait. Et ça, c'est compliqué. J'ai par exemple fait une mission chez Air France KLM sur là, c'était plus une mission pour aider les équipes à être un peu plus en culture agile. Mais une de leurs problématiques, c'est qu'ils n'arrivaient pas à prioriser, en fait. Donc, on leur demandait de tout faire, quoi. Et donc, et dans le domaine du digital, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le résultat, c'est en fait, quand on ne priorise pas de manière consciente,
Il y a une priorisation inconsciente. Ben, clairement. Et en plus de ça, il y a toujours un responsable de ça se fait ou ça se fait pas. Et ça tape souvent sur les mêmes personnes, souvent la DSI. Et les critères donc, du coup de sélection doivent être connus avant le plan de transformation. Et avec cette gouvernance-là, sinon ça crée une tension Mais après, ce qui est normal, c'est-à-dire on ne crée pas la méthodologie pour pouvoir décider ensemble de manière rationnelle. Donc, on l'a subi. Donc, il y a du ressenti. Enfin, on reste. Il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'arbitrer au niveau des projets agiles, des frameworks type SAFe permettent de gérer la multitude et de prioriser la multitude de projets, voire de synchroniser la multitude de projets agiles qu'on peut avoir dans une entreprise. Mais c'est vrai que après, ça reste quand même difficile. Probablement plus difficile de prioriser quand on est dans le digital que quand on est dans une vision plus traditionnelle de l'IT. Voilà, parce qu'il y a tous les projets transverses. Et donc, du coup, c'est les métiers qui veulent faire passer leur projet avant le métier. La DSI qui est au centre. Il peut y avoir des logiques en interne sur chaque métier qui sont différentes. Donc, là, s'il n'y a pas une façon simple et clean, transparente, ça devient vite compliqué. Oui, après, bon, il y a une condition aussi nécessaire pour que ça marche bien au niveau de l'entreprise, c'est que le directeur général, le PDG, le CEO de l'entreprise s'implique à fond dans la transformation digitale. C'est-à-dire que s'il délègue ça à quelqu'un d'autre en se disant c'est important, mais c'est pas moi qui le fais, le résultat, c'est que ça avance pas très vite. En fait. Je pense, dernière question, si vous avez déjà pris beaucoup de temps, c'est top. Vraiment, merci pour cet échange. Des fois, on a des DG qui sont plutôt financiers. Des fois, on a des DG qui viennent plutôt du métier. Et là, aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un DG qui comprend le métier, qui comprend la finance, mais qui est plutôt numérique, non? Parce que c'est ça la révolution d'aujourd'hui. La difficulté, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui, à la tête de l'entreprise, comprennent réellement les enjeux du digital. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, en tout cas dans les grands groupes, c'est vrai aussi pour les autres entreprises, mais c'est que les gens qui dirigent, ils ont entre, on va dire, 50 et 65 ans. Non, mais on est d'accord. Après, regardez, vous n'êtes pas tout jeune non plus, vous comprenez, donc il n'y a pas d'enjeu non plus. C'est quand même la génération, ou les générations, on peut dire, qui ont le plus de mal avec le digital. Ça, c'est ce que j'ai vécu chez Total aussi directement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les séminaires cadres dirigeants à faire du coaching digital, à répondre à des questions, etc. Mais vraiment basiques, en fait. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de cette population qui a du mal, en fait, à utiliser un téléphone normal, sur un téléphone comme il faut. De Margerie n'a jamais accepté, dans son décès, il n'a jamais accepté d'utiliser un smartphone, d'utiliser un téléphone normal. Quoi, hein. Il ne voulait pas. Quoi, hein. Et donc, même s'il était ouvert sur le digital, et moi, j'ai constaté quand même que c'était une population qui avait du mal avec le digital. Quoi. Mais c'est quand même celle qui prend les décisions. Voilà, c'est pour ça que c'est plus simple dans les startups, parce que les gens sont plus jeunes. Les dirigeants, on n'a pas de legacy. Il n'y a pas de legacy. On a un modèle de fonctionnement agile qui est dès le début. Voilà. Donc, et c'est toute la difficulté des transformations des entreprises qui existent depuis longtemps. Quoi. Donc, et c'est vraiment, et je répète pour conclure ce que je voulais dire, en fait, le problème n'est pas technique. Il est humain. Il est humain, il est culturel et managérial. C'est-à-dire que si on dit en tant que chef, dirigeant, etc., je veux être digital, mais vous n'avez toujours pas le droit à l'erreur, on n'a pas de liberté, en fait. Je veux dire, vous êtes contrôlé en permanence. C'est-à-dire que le digital, ça suppose de renverser le paradigme du management, c'est-à-dire passer d'un management contrôle un management de confiance. Management de confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse un peu de liberté aux gens pour qu'ils puissent expérimenter, faire des choses. Si vous prenez les grands groupes digitaux, que ce soit Google, Amazon, etc., on peut beaucoup critiquer la manière dont ils gèrent leurs équipes. C'est clair que ce n'est pas des entreprises libérées. Ça, c'est sûr que non. Mais ils ont un sentiment d'ownership. Oui, et puis il y a aussi une certaine liberté qui est donnée aux
il y a quand même un niveau. Après, ça dépend où. Hein. Si vous êtes dans un entrepôt d'Amazon, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans les équipes de développement d'Amazon. Hein. Mais il y a un niveau de délégation et de responsabilisation qui est beaucoup plus fort que ce qu'on trouve dans les entreprises traditionnelles, avec un management plus basé sur la confiance que sur le contrôle. Si vous commencez à contrôler trop dans le digital, ou si vous continuez à contrôler plutôt, les gens ne vont pas prendre l'initiative, ne vont pas essayer, ne vont pas faire tester, ils vont continuer à faire des POC. L'avantage d'un POC, c'est qu'on ne risque rien. Si par contre on se lance dans un projet digital de but en blanc sans avoir fait ses POC, ça ne va pas le faire, quoi. On prend plus de risques. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément toléré dans les entreprises. Ce n'est pas ce que j'appelle le management de la confiance. Et merci d'avoir écouté ce podcast avec Monsieur RM. J'espère que vous avez apprécié l'échange et que ça a pu vous permettre de mieux appréhender votre rôle de DSI ou de la transformation de votre entreprise. Si vous voulez nous aider à faire évoluer ce podcast, n'hésitez pas, notez bien ce podcast sur les plateformes Apple, Google, Spotify et surtout partagez-le sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver les nouveaux DSI que nous allons interviewer. Merci à vous. Allez, ciao!